Bonjour à toutes et tous. Donc, on va vous présenter quelques petites données sur la production, mais juste avant, je voulais vous sensibiliser peut-être à quelque chose dont vous avez entendu parler, parce que vous avez peut-être reçu l'invitation. La Fièvre et l'Axiel. Alors, l'Axiel, c'est un syndicat qui s'occupe de tout ce qui est électronique, puces, capteurs, etc. On a créé une nouvelle commission qu'on a lancée durant Equipoto, où en fait, le sujet de la première commission, c'était un peu de se rencontrer, d'échanger. On était à peu près une quinzaine d'entreprises de la Fièvre, une quinzaine de l'Axiel, qui sont donc des électroniciens pour la plupart. Et on a voulu créer cette nouvelle commission parce que, pour plein de raisons, et je pense que c'est une commission qui est appelée à prendre de l'ampleur, probablement, parce que, en fait, on se rend compte évidemment qu'un véhicule aujourd'hui, c'est de plus en plus d'électronique, d'informatique, de connectique. Et on est dans deux univers qui en fait, ont des contraintes qui sont un peu différentes. Et notamment pour ce qui est de la rechange et de l'aftermarket, puisqu'en fait, nous, on a des contraintes de temps, de réparabilité qui ne sont pas du tout celles que peuvent rencontrer les fabricants de puces pour d'autres secteurs, pour lesquels 5 ans, 6 ans, 10 ans, c'est un peu le maximum et de loin de ce qu'ils peuvent avoir en termes de contraintes par rapport au temps. Nous, on doit mettre sur le marché des pièces pendant très très longtemps. Et donc, ça fait partie des problématiques et des éléments sur lesquels on a pensé qu'il fallait qu'on échange. Et il faudra également, probablement, que des experts se rencontrent parce qu'on on a des problématiques très techniques sur lesquelles il est bon qu'on échange. Donc, je vous dis ça parce que la prochaine réunion, vous recevrez une invitation, se déroulera fin janvier. On abordera plusieurs thèmes, notamment celui des standards, je pense notamment. On essaiera également de vous présenter des chiffres un peu, parce que c'est compliqué un peu de savoir de quoi on parle quand on parle d'électronique dans les voitures et de trouver des éléments qui permettent de quantifier un petit peu l'évolution de nos voitures avec le volume de ces produits et de ces fonctions qui est énorme derrière. Et je vous disais, pour aller très vite, que c'est quelque chose qui va vraiment se développer dans le temps, parce que dans le monde de la rechange, je pense que la configuration technique des véhicules aujourd'hui va avoir une incidence énorme dans l'évolution du monde de la rechange. Pour faire très vite, je pense, et c'est même certain, qu'il y a énormément de fonctions qui devront être réparées et pas forcément changées comme on fait aujourd'hui. Puisqu'en fait, si je prends l'exemple d'un phare à LED, en cas de problème, jusqu'à présent, on change complètement le phare et c'est un coût qui est absolument prohibitif, le faramineux. Et je pense qu'il y a toute une série d'éléments comme ça sur lesquels il va falloir se pencher parce que les véhicules vont vieillir, ils vont aller dans le parc. Jean-Michel Ils Liberty. sont, ils sont bardés d'électronique et donc une des grands défis, ça sera de faire en sorte qu'ils soient réparables à un prix qui soit acceptable par le marché. Donc voilà, je ferme la parenthèse. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous joindre à nous, parce que je pense que c'est une commission ce sont deux mondes qui se rencontrent et qui ne sont pas prêts de se séparer. Donc, je pense qu'on aura pas mal de choses à faire là-dessus. Alors là, j'en reviens à notre sujet. On va essayer d'être rapide, parce qu'on a pu donner deux, trois petites informations. Alors, on va parler un peu des moteurs, mais avant de parler des moteurs, euh, on va un petit peu faire le point sur, alors avec deux focales, une sur 6 mois pour se comparer à toutes les autres régions du monde, et après, on va regarder un peu ce qui se passe en Europe, donc sur une focale de 9 mois. Là, c'est la production de véhicules légers dans les grandes zones du monde, les 19 zones habituelles, qui sont celles également dont on vous parle lorsqu'on travaille sur les marchés. Globalement, c'est une carte qui ressemble à celle qu'on vous fournit quand on parle de marché, avec une particularité donc, que vous avez tout de suite. Un monde occidental qui est plutôt, je dirais, en légère récession par rapport à la production sur 6 mois par rapport à 2024. Moins 4% en Russie, moins 0,1 en Turquie, moins 4 en Europe, moins 3 au Maghreb, Mexique, moins 0,5, États-Unis, moins 5,7, Canada, moins 5,3. L'ASEAN est également négatif avec la Corée du Sud. En revanche, vous avez une ceinture qui est l'Inde, la Chine, le Japon pour des raisons très spécifiques qui sont liées
je dirais, au taux de change du yuan qui est très, très favorable depuis maintenant plusieurs années. Donc, avec une production qui est en croissance, donc pour des exportations. Un Brésil qui, comme son marché, reprend des couleurs, l'Argentine aussi, l'Afrique du Sud, plus 10%. La Chine, plus 12,5%, donc ça, c'est vraiment considérable et ça suit complètement l'évolution du marché chinois. Et ce qui est le plus difficile pour nous, c'est de voir que l'Europe, finalement, on reste globalement sur 6 mois avec une évolution qui est quand même pas terrible, qui est de moins 4%. Et surtout, on est toujours à 20% en dessous de notre niveau de 2019, alors que c'est pas du tout le cas dans d'autres zones. En Occident, ça peut être le cas. On voit les États-Unis sont à moins 7,9, mais pas à moins 21, moins 22. Et vous voyez que, par exemple, la Chine et l'Inde, ils sont à pratiquement plus 30% par rapport à 2019. Donc là, on voit vraiment une fracture terrible, une fracture économique, et il y en a qui le voient dans tous les autres domaines, avec des zones qui sont plutôt en Asie qui se développent, et avec un développement qui est constant. Et même s'il est moins important que ce qu'il a été, parce que maintenant, ils ont déjà atteint un très haut niveau, reste quand même quelque chose de tout à fait intéressant et favorable, alors que l'Europe et l'Occident, d'une manière générale, on est plutôt empêtré dans les problématiques économiques qui font que dans le domaine automobile, eh ben, on a subi des conséquences parce que l'achat automobile, c'est un achat qui évidemment assez coûteux. Si on zoome par rapport à l'Europe, là vous voyez que vous avez, donc c'est la carte la plus importante par rapport aux problématiques de production européenne, elle est sur 9 mois. Vous avez la production d'à peu près toutes les marques qui sont prises en compte. Franck, Oui. pardon d'interrompre, je peux poser une Okay. question? Ah oui, bien sûr. Bonjour. Sur le slide précédent, est-ce que vous pourriez indiquer les sources de vos chiffres? C'est l'OICA. Alors là, c'est l'OICA. Ouais. C'est une Ok, source officielle, celle-là. En revanche, ici, on mettra, ça c'est Mark Lines, c'est mon prestataire de service. ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors effectivement, là, on est sur l'Europe, on est sur 9 mois, et la situation, elle est à moins 4%. C'est-à-dire qu'elle est un peu mieux que ce qu'on avait sur les 6 mois, avec malgré tout des différences importantes d'une marque et d'un pays à l'autre. Alors, on va vous donner un tableau que je ne peux pas présenter à l'écran, mais qu'on va vous envoyer, sur lequel vous avez le croisement ligne constructeur, marque et constructeur, et colonne pays. Très rapidement, on voit, par exemple, que l'Allemagne reste le premier pays. Il a une production qui est en croissance de 0,6%, avec 3 179 000 voitures. C'est suivi par l'Espagne, qui, elle, en revanche, fait du moins 8,4, donc forte baisse. Espagne qui commence à subir clairement la montée en puissance de deux pays, qui sont la Turquie et surtout le Maroc, mais qui reste deuxième pays européen avec 1 560 000 voitures. Après, on a la France. Alors, bonne nouvelle, on est à 1 100 000. Et la France, eh ben, pour une fois, on est en croissance, on fait plus 3,5%. Alors, chez nous, on a un Stellantis qui a 450 000 voitures, 459, et un Renault à peu près à 372 000. Il n'y a pas de Dacia en France. Ce qui fait la différence, c'est un peu la montée en puissance de Renault, et notamment de sa Sainte et de sa table de ses modèles électriques. Bon. Le troisième pays, c'est la République tchèque, que vous voyez à droite, qui fait 967 000 véhicules. L'Espagne, on en a parlé, ils sont numéro 2, ils sont à moins 8. La République tchèque, ils sont donc à droite, ils ont une variation qui est légèrement positive de 2,6%. Et vous avez ensuite, alors ça c'est vraiment aujourd'hui un acteur qu'il faut vraiment intégrer, euh, ça pose des questions d'un point de vue, je dirais, politique et géopolitique, parce que finalement ils ne sont pas membres de l'UE, et ils en profitent à plein. C'est la Turquie, qui, comme vous le voyez, a une production qui augmente de 7,1%, et c'est le cinquième acteur en Europe. Et ils sont à peu près à 900, un peu plus de 900 000 véhicules, avec plusieurs constructeurs. Il y a un peu de Volkswagen, il y a un peu de Fiat, il y a surtout du Renault, hein, qui avec la Clio, c'est la première voiture. Il y a du Ford beaucoup aussi, 263 000 voitures. Il y a un peu de Toyota quand même, 120 000. Et il y a du Hyundai. Sixième, vous avez la Slovaquie. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, si la Tchécoslovaquie se reconstituait, on aurait le troisième acteur européen juste derrière l'Espagne. C'est quand même un truc toujours impressionnant. Slovaquie qui est à peu près à 660 000.
et qui là, en revanche, subit une baisse assez importante, comme l'Espagne de 8, un peu plus de 8% de sa production. Le UK, c'est l'acteur numéro 7, mais c'est pas bon du tout, parce que lui, il est en récession de 13%. La Pologne, moins 11%, acteur numéro 8, avec à peu près 400 000 voitures. Et ensuite, vous avez l'Italie, non, vous avez la Roumanie en 9, Roumanie qui baisse légèrement de 2%, vous avez l'Italie en 10 seulement, donc très loin, avec en plus une production qui baisse de 10%. Donc l'Italie, on en parlera après. Je pense que ça participe un peu de la problématique Stellantis parce que leur plan stratégique qui sera dévoilé assez tard. Et je pense que là, il va certainement y avoir des questions qui vont se poser, notamment sur la production de certaines usines, un peu comme en France, mais encore avec une situation qui est beaucoup plus préoccupante, parce que l'Italie, on peut dire qu'ils ont quasiment plus de production automobile. Toute la majeure partie de leurs produits, c'est du VUL. Bon. Le Maroc, il arrive 11 avec, avec 393 000 voitures, donc quasiment au niveau de l'Italie. Et vous avez un Maroc qui, malgré tout, est en baisse d'à peu près 11%. La Hongrie, c'est l'acteur numéro 12 avec 260 000 voitures, donc un acteur marginal qui se retrouve ici avec une production qui baisse sensiblement de 14%. Un Portugal ensuite, numéro 13, qui a 164 000 voitures sur 9 mois, légère croissance. Et ensuite, vous avez la Belgique qui a 160 000, baisse de 18%. La Belgique, c'est vraiment un énorme problème. Il y a plus grand monde, hein, je le dis à chaque fois, mais je suis arrivé il y a très longtemps à la Fiat de la Belgique qui a produit 1 250 000 véhicules. Aujourd'hui, à l'année, ils vont être péniblement à 250 000. Juste, pardon, Franck, Ouais, la ouais. Roumanie, on voit, normalement, il y a Dacia quand même là-bas. On voit rien sur la Roumanie, enfin, moins 2,2, mais il y a pas de volume sur la Roumanie? Si, il y Ah, a 400 000 voitures. ah, bah quand même, ok, c'est. Alors, il y a le camembert, il est où? Je ne sais pas. Il a peut-être disparu, mais on vous le remettra. Mais ils font l'équivalent. En fait, il y a 3 pays, 4 pays qui sont au même niveau, même 5. Vous avez la Pologne, la Roumanie, l'Italie et le Maroc, elles sont à 400 000, entre 393 et 399 000. Ok. Voilà, c'est les mêmes. Mais la Roumanie, ils sont en légère baisse. Alors, Roumanie, qu'est-ce qu'ils produisent en Roumanie? Ben, ils ont 214 000 Dacia et 184 000 Ford. Voilà. Donc, ensuite, on a la Belgique, comme je vous dis, qui est vraiment marginale. La Suède, c'est plus rien non plus. 158 000 voitures et en baisse de 18%. L'Autriche, toujours qui est marginale, c'est Magna, 45 000 voitures. La Slovénie, forte baisse, parce que la Slovénie, il n'y a plus rien, à part Renault. Ça devrait repartir avec la Twingo, mais ils sont à 20 000 voitures, 24 000 voitures. Et les Pays-Bas, je ne sais pas si vous l'avez vu, ils ont disparu parce qu'ils ont fermé l'usine. C'était l'usine qui produisait des Mini et des BMW. Il y a eu quand même 2200 personnes de licenciés. On n'en a pas beaucoup parlé dans la presse, mais c'était en juin, juillet 2024, donc depuis un an, il n'y a plus de production aux Pays-Bas. Alors, si vous regardez les groupes, on a une répartition qui est un peu différente parce qu'évidemment, euh, on a une répartition différente de ce qu'on vous donne sur les marchés, parce que quand on vous donne le marché, par exemple, Stellantis, il a quoi? 14% de part de marché, mais il a 19% de part de marché en production. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'acteurs, notamment asiatiques, qui importent des voitures en Europe qui ne les produisent pas en Europe. Donc c'est normal que Stellantis, comme Volkswagen d'ailleurs, ait une part de la production européenne qui est un peu plus importante que ce qu'ils ont au niveau des ventes. Mais là, vous voyez, on a inclus tout le monde. Hein, donc, on n'a pas fait le calcul en enlevant la Turquie et en mettant le Maroc, parce qu'on va dire que ça fait vraiment 2 pays qui sont complètement intégrés au biotope industriel européen. Mais donc, vous avez le groupe Volkswagen qui fait 27% de la production, Stellantis 19, Renault 12, BMW 8, Mercedes 8, Ford 6, vous voyez, Toyota 6, etc., etc., Hyundai 5. Geely 3, Nissan, Tata, Tesla seulement 1%. Donc, on n'est quand même pas dans une situation fabuleuse. Et donc, en production, on est quand même sur un trend qui est négatif, qui s'améliore, qui va peut-être s'améliorer un petit peu d'ici la fin de l'année, notamment en France, du fait des aides pour les voitures électriques. Au niveau européen, bon, on sera très probablement quand même sur un schéma négatif. Alors, je vous donne un élément
est un peu marginal par rapport à la présentation que je vous fais, mais qui nourrit votre réflexion, puisque je l'avais dans mes données sur les moteurs. Vous avez le croisement des moteurs produits et affectés aux véhicules produits dans les usines européennes. C'est une petite réflexion sur le poids des voitures aujourd'hui qui sont produites. Hein. Ça, c'est de la production en kilos en Europe. Globalement, à part quelques points très marginaux où on monte à 2,7 tonnes, c'est une Mercedes, c'est l'OQS, etc., ou la classe S électrique. Et on a 2-3 modèles, notamment chez Land Rover aussi. On a regardé, alors j'ai mis 234 modèles, parce qu'en gros, c'est à peu près ce qui est produit dans les usines qu'on vient de vous citer. Et le poids, alors le 875 kg, c'est même un Rollicat C1 et de Toyota Aygo qui était produite en Tchéquie. Donc, c'est le premier poids de la voiture la plus légère que l'on puisse avoir. Elle fait 874 kg. Et on monte à 2470 kg. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la moyenne est à 1568 kg et que vous avez 50% des voitures produites en Europe qui sont entre 1266 et 1758 kg. Et une médiane à 1517 kg. La médiane, je rappelle, c'est 50% au-dessus, 50% en dessous. Donc, on a quand même des voitures qui sont assez lourdes. Et il est clair que si demain on voit la part des véhicules hybrides et la part des véhicules électriques croître, comme c'est le souhait, n'est-ce pas, des autorités européennes, ce sont des données qui vont considérablement augmenter parce que les véhicules hybrides et les véhicules électriques expliquent qu'on a aujourd'hui des véhicules qui font 2 tonnes, 2 tonnes 2, 2 tonnes 3 à vide, bien évidemment. Voilà une petite réflexion qui va beaucoup influer, alors nous, ça nous concerne de très loin, mais sur le marché du pneu. Vous voyez ? Parce que là, il est clair que les pneus, en fait, aujourd'hui, sont soumis à des contraintes qui n'ont plus rien à voir avec les pneus qu'on connaissait il y a 20 ou 30 ans. Un, du fait du poids de la voiture. Deux, pour les véhicules électriques et hybrides, du fait du couple. La puissance qui passe au roue. C'est une petite parenthèse. Alors voilà, la production en Europe en fonction des différents pays et du moteur qui est sous le capot, donc du carburant ou du groupe de traction. Le premier en production, évidemment, c'est Volkswagen sur les 9 premiers mois. Et vous voyez que, alors, en bleu, vous avez l'essence, en noir, en bleu foncé, le diesel. Il y a en bleu ciel, il n'y a quasiment rien. C'est des véhicules qu'on n'a pas réussi à affecter. On ne sait pas trop s'ils sont essence ou diesel parce que je pense que c'est une estimation. Le prestataire n'a pas toutes les infos. En orange, c'est les HUV, mais les vrais HEV. C'est-à-dire pas les HEV type PSA qu'on dit chevaux de plus, là, avec des batteries 48 volts ou une hybridation très, très légère du mild hybride. Et puis ensuite, vous avez le PHEV en vert pomme et le vert un peu plus foncé, le BEV. Quand on regarde Volkswagen, même les principaux groupes, on est surpris de voir que finalement, l'immense majorité de la production, elle est quand même très largement affectée à des véhicules qui sont essence. Le véhicule diesel n'est pas du tout neutre chez des groupes comme Volkswagen, puisqu'ils en font encore 705 000. Et là, je le dis, je le répète, Stellantis, il n'a pas une fête de 104 000 véhicules diesel. Je pense qu'à mon avis, ça part de leurs calculs pour les objectifs de CO2, mais je dirais que c'est dommage pour un groupe qui était spécialisé dans le diesel. Il y a vraiment un écart considérable. Volkswagen a maintenu ses productions diesel. 2 400 000 véhicules essence pour Volkswagen, 1 600 000 en production chez Stellantis. Vous avez après Renault qui descend à 932 000 et plus que 110 000 diesel chez Renault. Donc là aussi, forte baisse. En revanche, vous voyez que pour ce qui est de l'hybride, il y a peu de production hybride en Europe. Il y en a deux qui se détachent complètement. C'est Daman Toyota et c'est Renault. Je rajoute les volumes sur l'orange parce que je vois qu'ils sont pas mis. Donc, on va les avoir juste après. Après, vous avez BMW. BMW, c'est pareil, très majoritairement. Alors, quand vous regardez la production, on le verra un peu plus tard. Et BMW, on a certes de l'essence, on a encore pas mal de diesel, puisque BMW fait plus de diesel que Renault, par exemple. Il n'est pas très loin des Stellantis. Mais on a également un taux de véhicules PHEV et 100% électrique qui est très fort chez BMW. Ce qui explique, vous le savez bien, qu'ils ont à peu près une quinzaine de grammes d'avance sur leurs objectifs de CO2
Ce qui fait que BMW peut parfaitement aujourd'hui proposer dans sa gamme encore des véhicules thermiques qui sont très puissants parce qu'ils ont un mix énergétique qui fait qu'ils ne sont pas inquiétés par le CO2. En France, c'est moins le cas. Vous avez vu qu'ils ont complètement retiré quasiment tous leurs 6 cylindres, tout simplement parce qu'en France, évidemment, nous, on en rajoute dans les problématiques et les contraintes automobiles. Vous avez le fameux malus qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus acheter aucune voiture au-delà de, je n'ai pas le malus en tête, mais vous devez être à 190 grammes, vous êtes à 70 000 ou 80 000 euros de malus. Enfin, c'est de la folie. Mercedes, c'est à peu près la même évolution que BMW, mais avec un poids, enfin une quantité de véhicules à la fois, enfin pas tellement dans le PHEV, mais dans le BEV, ils sont quand même largement distancés par rapport à BMW en termes de production. Voilà, après vous avez Hyundai, Toyota, donc Toyota complètement orienté sur sa particularité, quasi aucune production de BEV en Europe de Toyota. Un peu de PHEV, mais très peu. Vous avez Geely, Ford, Nissan, qui produit quasiment que du véhicule essence aujourd'hui, très très peu d'électrique chez Nissan. Et Tesla, qui nous fait quand même 213 000 véhicules 100% électriques BEV. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, la répartition des véhicules essence, les véhicules essence, c'est l'interprétation du tableau précédent, vous avez 60%, ça reste 60% de production de Volkswagen, 73 de Stellantis, 62 Renault, 59 de BMW, Mercedes 53. Il y a Toyota qui descend à 23. En gros, c'est l'Aigo Cross qui n'est pas hybridé. Hyundai, c'est 60% des véhicules très légèrement hybridés, donc batterie 48 volts, et globalement avec une production essence. Geely 49, Ford 72, Tesla 0 et Nissan 76%. Donc, on a encore des constructeurs qui sont très majoritairement orientés sur les véhicules essence. Si on regarde la répartition du diesel, c'est encore 18% des productions Volkswagen. Ce n'est que 9 chez Stellantis, ce n'est que 7 chez Renault. BMW, ça reste 13, 19 encore chez Mercedes, intéressant. Hyundai 18, vous imaginez pas là. Geely 12 et Ford 14. Toyota, Nissan, Tesla, pas de diesel. Si on regarde le vrai HEV, donc il y en a principalement chez Renault, 23% des ventes, c'est quand même bien, 76% des ventes de Toyota. Et on a ensuite 23% chez Nissan, qui est une technologie qui est très proche de celle de Honda, mais Honda ne produit plus rien en Europe. 9% chez Ford, 5% chez Hyundai Kia. Donc le HEV, pas tant que ça. Le PHEV, alors on a 7% des productions Volkswagen en PHEV, ce qui est quand même pas énorme, 5% chez Stellantis, pour des véhicules qui sont très onéreux. Forcément beaucoup plus chez BMW et Mercedes, tout simplement parce que cette technologie est offerte à un prix qui reste à peu près constant. Chez le premium, vous ne payez pas beaucoup plus cher que le PHEV par rapport à ce que vous payez quand vous avez un véhicule qui n'est pas PHEV. Alors, ce n'est pas le cas, évidemment. On nous dit, on le répète, le problème des constructeurs généralistes, c'est que lorsqu'ils intègrent les technologies du type de PHEV, leur modèle, qui est un modèle du segment B ou du segment C, voit ses prix exploser, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes premium. Quand vous regardez le prix d'une classe A, qu'elle soit thermique, 100% thermique, ou qu'elle soit légèrement hybride ou PHEV, il est très très proche. Ce qui fait que le consommateur, il va vraiment choisir sa voiture par rapport à son usage. Alors que chez les généralistes, évidemment, le gap, puisqu'on parle de modèles qui sont beaucoup moins onéreux, là, la technologie, il faut la rajouter, il faut la payer. Ce qui est un vrai handicap, entre parenthèses, cette législation pour les généralistes. Ça, on le dit, on le répète, mais c'est une législation qui pose beaucoup de problèmes quand vous avez une clientèle qui est contrainte financièrement. Bon. Geely, ce n'est pas des énormes volumes, ils ont 26% PHEV, mais c'est quand même de voir. Ford, 10%, bon, c'est des volumes tout petits, Ford aujourd'hui. Toyota, que 2% Toyota. Voilà. Le champion, c'est un peu, on va dire, quand même Mercedes, qui a 14% de sa gamme en PHEV. Si on regarde le BEV, alors vous avez Tesla qui est à 100%. Et là, on a des chiffres en production qui sont pas exceptionnels, franchement.
qui ne sont pas ceux auxquels certains avaient entrevu le marché devait être cette année autour de 25-30%, on n'est pas du tout. En termes de production, vous voyez qu'on est à peu près dans des eaux qui ne sont pas très loin de la part de marché en fait qu'on a dans les ventes. Volkswagen, il a 13% de ses voitures BEV, Stellantis 12%. Bon, c'est en croissance cette année, mais ce n'est pas des chiffres qui sont très forts. Renault que 7, parce qu'il est très fort en PHEV. Je pense que ça va augmenter du fait de l'arrivée de la 4. BMW, ça c'est le point très positif, entre guillemets, pour eux, c'est ce que je disais. Eux, ils sont forts, très forts en BEV pour un acteur. Alors, c'est de la production, donc il n'y a pas que des éléments destinés au marché européen, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Mercedes, ils sont moins bons. Ils sont plus forts en PHEV, mais moins bons en BEV. Pas 13%. Hyundai 5, même poids par rapport au PHEV. Geely 13, Ford 5 et Nissan, même pas 2%. Geely 13%, c'est pas beaucoup, parce que je crois qu'à partir de 2026, ils voulaient. Enfin, peut-être en 26, mais là, ils sont plutôt bons en PHEV. Enfin, Volvo, quoi. Ils sont en PHEV. Ils ont des petits problèmes, je crois, leur clientèle n'a pas complètement suivi. Alors, même élément, mais mis, si on regarde avec la focale du carburant, quand vous avez 100 véhicules produits en Europe, avec le Maroc, avec la Turquie, dont le carburant et l'essence, en gros, vous en avez un bon tiers, 32% qui sont des Volkswagen, 22 chez Stellantis, 13 chez Renault, 9 chez BMW, 7 chez Mercedes, hein, vous voyez, ils sont assez proches de leur part de marché. Hyundai 6, Toyota 2, etc. Donc, le véhicule, c'est quand même les Européens. Quand vous mettez les Européens, on est à 80%. Si vous allez de Volkswagen jusqu'à Mercedes, sont le fait de production des plaques européennes. Si on met dans le diesel, pardon, c'est encore plus marqué. Et là, eh ben, on voit le résultat de la décision stratégique de Stellantis et de Renault, par exemple, de pratiquement plus proposer, parce que je crois que Stellantis, c'est 4 à 5 litres, qui doit être fourni en voiture diesel. Je crois que chez Citroën, il n'y a plus rien. Le nouveau C4, il n'en a plus. Le nouveau C5, il n'en a pas. Les C3 et 208, je ne sais pas, j'ai un doute, je me demande s'il y a encore du diesel dessus. Bon, on voit qu'aujourd'hui, 45% des productions diesel 44 en Europe, c'est de Volkswagen. Stellantis, il est plus qu'à 13, Renault 7, donc les Français, eux deux, ils font même pas la moitié de Volkswagen. BMW et Mercedes, en revanche, ils ont le même poids que les Français. Donc, on voit que les Allemands, si vous mettez tous les Allemands ensemble, vous avez 44 et 9, 53, 63, 64%. Ils ont quasiment les 2 tiers des véhicules diesel produits en Europe sont des 3 marques allemandes, des 3 compagnies. Et les Français, c'est même pas si on regarde l'hybride, alors là, l'hybride, c'est très clair, c'est la même chose qu'avec le diesel, mais du côté asiatique, avec Toyota, les hybrides. Renault, c'est très bon, qui fait 32%. Là, globalement, il n'y a pas grand monde, c'est ce que je vous ai présenté avant. Il y a un peu de Hyundai, un peu de Nissan, un peu de Ford. Mais même si dans leur gamme, il y a un taux qu'on a vu qui était pas nul pour certains, qui en fait, vu leur volume de vente global, le marché européen, le marché de la production de moteurs de véhicules achevés, il est complètement dans les mains de Renault. Voilà. Si on prend le PHEV, la situation, elle est plus, je dirais, en accord avec ce qu'on voit au niveau des ventes, c'est-à-dire que Volkswagen est très nettement leader avec un tiers des productions. Stellantis, Mercedes, Renault, il n'y a quasiment rien en PHEV. Il y a à peine zéro, mais c'est quand même dans le marché quasiment. Puisqu'ils ont travaillé en fait l'HEV. BMW, il est bon là-dedans. BMW, on voit très clairement que Mercedes et BMW, ils ont gardé toutes les motorisations et aucune n'est mise au rebut. Hein. Puisque même là, BMW fait 10%, Mercedes fait 16%, fort. Hyundai 8, Toyota 2, Geely 15 et Ford 4%. Donc là, je dirais que la part européenne, elle est moins importante, puisqu'on est à peu près un peu plus des 2 tiers, on est autour de 70%. Et il faut compter avec les Asiatiques. Alors, si on prend les BEV,
Les BEV, eh ben, là, on a quasiment le même chiffre parce que Volkswagen, c'est le tiers en gros des véhicules PV produits en Europe. Stellantis, là, ils sont un peu mieux, ils sont à 17, Renault est à 7. BMW est très fort. BMW est à 15%. Mercedes 8, et ensuite, vous avez beaucoup moins d'acteurs, beaucoup d'Asiatiques qui comptent pour pas grand-chose, et le seul qui est vraiment bon, c'est Tesla qui est en haut, qui fait 13%. Donc, dans l'ordre, vous auriez Volkswagen, Stellantis, Tesla en 3, non, BMW en 3, Tesla en 4. BMW, très bon dessus. Alors, là, je vous donne un élément qui concerne les moteurs, qui concerne l'évolution de la production européenne de moteurs. Alors, j'ai d'autres éléments que je pourrais peut-être vous envoyer en parallèle. Pardon? Ouais, alors oui, alors sur les moteurs, attention, ce sont des données 24, parce qu'évidemment, c'est des données annuelles et on ne les a pas en mensuel. Donc, c'est sur un volume d'à peu près 13 millions de moteurs produits par les différents constructeurs en Europe. Alors ça, je peux vous le ventiler par constructeur, évidemment. Il y a une partie NR, là, il y en a 370 000 que l'on ne sait pas affecter, donc c'est des moteurs pour lesquels le prestataire n'a pas forcément l'info exacte. Mais vous voyez le nombre de cylindres, évidemment, et la nature du groupe motopropulseur, c'est-à-dire, alors les BEV, on a quand même produit 1 600 000 moteurs électriques en Europe. Évidemment, le niveau de production des véhicules BEV pour l'Europe. Dans le diesel, vous voyez qu'on a encore à peu près 1,8 million de moteurs produits. Et vous avez une répartition entre des 4 et des 6 cylindres, avec une énorme, un lead, évidemment, du 4 cylindres, notamment du fait des Allemands, parce que tout Volkswagen, je crois qu'aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que c'est Volkswagen, ils sont encore dans leur gamme, leur 6 diesel, BMW, là encore, mais c'est des ventes qui sont vraiment une gamme faible, principalement c'est le 4 cylindres, les Français, il y a quelques 4 cylindres dessus. Mais il y a encore 220 000 voitures produites avec un 6 cylindres, vous voyez. Donc du côté de Mercedes, BMW et Porsche, Volkswagen, Audi. Donc des volumes qui sont quand même assez loin de ce qu'on connaissait sur les 6 cylindres diesel il y a quelques années. Dans l'hybride achevé, on a des 3 cylindres, 120 000, 938 000, 4 cylindres. Là, quand même, chez Toyota, c'est du fait de Toyota, et les 3 cylindres, c'est des Renault. Toyota avec ses moteurs qui sont les 4 cylindres de cylindrée minimum 1,8 jusqu'à 2,5. Donc pas de downsizing ici. Alors, vous avez au niveau de l'essence, c'est ça qu'on va un petit peu regarder, au niveau du gasoline. Là, vous avez une variété de moteurs qui est un peu plus forte, puisqu'on a 2 cylindres. Alors ça, c'est du Fiat, qui se fait très très peu sur la 500. Vous avez un 3 cylindres. Alors là, il y a pas mal de PSA, le fameux portrait de PSA, il est là. 3 600 000 moteurs, 3 cylindres. Mais vous avez quasiment le même niveau de 4 cylindres. Là, on n'est plus tellement chez PSA qui ne produit pas beaucoup de 4 cylindres, mais on est beaucoup plus du côté des Allemands, évidemment. Vous avez encore 320 000 6 cylindres. On a, heureusement pour notre industrie, parce qu'on fait 4% en volume, en valeur, on doit réussir à peu près à se maintenir. On a 120 000 8 cylindres, ce qui est encore beaucoup, évidemment. Et on a, pour les puristes, alors ça je l'ai mis, je n'ai pas résisté, 7500 12 cylindres. Alors les 12 cylindres, c'est quoi? C'est 2-3 000 chez Ferrari, à peu près 2000, je pense, chez Lamborghini, et puis le reste, on va avoir du Rolls, et quelques limousines série 7 chez BMW. Et c'est à peu près tout. Alors, il n'y a pas les 10 cylindres, il y en a plus. Il y en a qui ont été stoppés, et je crois qu'en Lamborghini, ils n'ont plus de 10 cylindres, je crois pas. En tous les cas, là, en tous les cas, je ne sais pas. Voilà, donc vous êtes sur un total de 13 320 000 moteurs.
Si vous le voulez, si ça vous intéresse, moi je ne l'ai pas rajouté là, on a une répartition en centimètres cubes. Je pense pas que ce soit très intéressant. Et je voulais vous donner des éléments sur turbo, pas turbo, admission, admission. Mais le problème, c'est qu'on a pas mal de, comment dire, de moteurs, enfin, de productions pour lesquelles on n'a pas l'info. C'est-à-dire qu'il y a 20% des productions sur lesquelles ils ne sont pas capables de dire si les moteurs ont un turbo ou pas. Bon, alors, je pourrais vous le donner en parallèle. Je ne sais pas si pour vous c'est un point, ça peut être un point si vous fabriquez des turbos par exemple, parce qu'il y a au moins une partie. Alors, la plupart des moteurs ont un turbo aujourd'hui, mais pas tous. Alors, si on prend la totalité là, des 13 millions d'œufs, qu'on enlève les 370 000 pour lesquels on ne s'est pas affecté, mais globalement, c'est soit des 3 soit des 4 cylindres qui sont là. Sinon, qu'on les enlève et qu'on a un total de 12 900 000 moteurs produits en Europe aujourd'hui, vous avez une répartition, vous avez encore 52% de 6 cylindres, de 4 cylindres, pardon. Donc la moitié, c'est encore du 4 cylindres. Ça, c'est le fait des Allemands. On a derrière, c'est beaucoup. Nous, Français, on a un peu l'impression qu'avec des 3 cylindres, mais en fait, non, c'est 28% de la production. C'est principalement du Stellantis et du Renault. Pas que, il y a aussi un peu du Ford. Il y a également un peu de Toyota. Alors, je ne sais pas si le Toyota fait son 3 cylindres en Europe, il me semble que oui. Il me semble que oui. Et je ne sais pas si Kia, ils ont un 3 cylindres sur leur petite voiture. Je ne sais pas s'ils le font en Europe. Je pourrais vous le donner. Mais principalement, 80%, c'est du Stellantis. Et ensuite, tout le reste est très marginal. Donc, on voit que même chez les Allemands, le 6 cylindres, on en a encore 600 000, ce qui est bien, et c'est beaucoup moins que ce qu'on a eu. C'est moins de 5% de la production aujourd'hui en Europe, donc on voit que tout le monde est touché par le downsizing. Et bon, le 8 cylindres, ça a toujours été marginal, c'est 1%, mais voilà. Et l'électrique, c'est 12%. Ouais, entre 12 et 13% d'électrique. Voilà le résumé de ce qu'on peut dire. Alors, c'est des données 2024 et on aura les données 25, on ne les aura pas tout de suite. Parce que le temps qu'il les compile, on ne les aura pas avant, je pense, à avril-mai de l'année prochaine. Ça, c'est pas des données mensuelles. Voilà. Concernant la production, nous, on compte faire un GEP fin janvier. Je ne pense pas qu'on aura d'ici là la stratégie de Stellantis, qui nous a repoussé un peu les annonces. Mais du coup, on préfère quand même faire un petit point sur les productions de Stellantis et Renault fin janvier. Donc, Ouais, on invitera Denis Chemoul. Denis Chemoul. Alors, on ne sait plus quelle société c'est. Oui, il va changer. Ils vont changer de nom, c'est la même société. Parce que c'est plus Standard & Poor's, ils vendent de l'activité automobile, ça va être un cabinet indépendant. Voilà. Hein, mais il sera là quand même. Il sera là quand même. Et moi, l'élément que je lui ai demandé sur lequel je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu, c'est effectivement les Français, Stellantis, quelle stratégie pour Stellantis, sachant qu'ils ont un environnement complexe. Comment va évoluer le marché, parce que ça, c'est très structurant. Comment va évoluer la commission? Moi, je suis persuadé que la commission, ils vont les contraindre, parce que sinon, ce sera ingérable en Europe. Je pense que les constructeurs doivent commencer à anticiper. Moi, si je suis constructeur, j'anticiperais ça. Et je réfléchirais à remettre du 4 cylindres sur certains modèles, notamment chez nous, parce que je pense que c'est un élément, et pourquoi pas du diesel, avec un diesel remis au bout du jour, ça pourrait, pendant les quelques années qui viennent, il y a une très forte demande du marché là-dessus. Et un autre élément sur lequel il faut qu'on réfléchisse, qui est lié, c'est évidemment l'arrivée. Alors l'arrivée quand, comment? La BYD en Europe. Là aussi, en fond, il y a également notre combat pour le local content, hein, sur lequel on est très fortement positionné, mais qui pourrait déclencher peut-être des investissements, plus d'investissements en Europe des BYD. Donc, l'arrivée d'un acteur qui annonce qu'il va avoir de grandes ambitions. Alors, s'il produit ses voitures en Europe, ça sera forcément au détriment des autres. S'il les importe, est-ce qu'on va continuer à maintenir des taxes? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'Europe, sur l'électrique, je crois, c'est ça, on a quasiment 29% des taxes en moyenne sur les voitures qui arrivent de Chine, en fonction des constructeurs, ça dépend. Donc, c'est quand même remarquable de voir
que BYD, malgré une taxe à l'importation qui est quand même conséquente, il arrive à avoir des véhicules qui sont 100% électriques, sont encore 10-15% moins chers que l'équivalent en Europe. Ce qui alimente complètement et assez vite tous les éléments que vous entendez en disant, globalement, sortie des chaînes, un véhicule électrique en Chine, et pas qu'électrique d'ailleurs, il est entre 30 et 50% moins cher que ce qu'on peut faire en Europe. Donc ça va être une grande réflexion, parce que je ne suis pas certain que les Européens aillent au combat vis-à-vis des Chinois tous unis. Et je pense que la Chine a des gros moyens de rétorsion. Enfin, c'est assez complexe à analyser, mais je pense on mettra l'accent là-dessus. Stellantis, c'est l'arrivée de BYD, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de Chinois autres que BYD, pour le moment, qui ont de grosses ambitions. Donc, on vous enverra des éléments, également des